Voici le dernier moment de Raymond Kopa, un nom que les anciens fans du football français prononcent encore avec émotion. Peu avant de rendre son dernier souffle dans une chambre d'hôpital à Angers, il aurait murmuré une phrase qui, selon un proche, résumait toute sa vie. « J'ai couru après un ballon et j'y ai trouvé ma liberté ». Une déclaration simple, presque banale, mais qui résonne comme un écho d'une époque révolue. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Kopa a quitté ce monde alors qu'un lourd secret pesait sur sa conscience. Un épisode méconnu de sa carrière, longtemps tu par les médias, l'a hanté jusqu'au dernier jour. Certains disent même qu'il aurait tenté de l'expier discrètement, comme pour réécrire la fin de sa propre légende. Car derrière les images iconiques du Ballon d'Or 1958, derrière les dribbles envoûtants et les passes lumineuses, se cachait un homme tourmenté par l'envers du décor du football de l'époque. Blessures camouflées, conflits d'ego dans les vestiaires, pression politique sur les choix de carrière. La réalité était bien plus complexe que le mythe doré vendu au grand public. Raymond Kopa n'était pas seulement un joueur génial, il était un symbole, un précurseur, mais aussi une figure controversée dans certains cercles fermés du sport français. Sa disparition en mars 2017, à l'âge de 85 ans, des suites de complications liées à l'âge, a certes déclenché une vague d'hommages sincères, mais a aussi ravivé des souvenirs douloureux pour certains. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler ce que les biographies officielles ont souvent passé sous silence. Une plongée dans les heures les plus sombres et les plus émouvantes d'un homme qui a changé à jamais le visage du football français, mais dont la fin de vie révèle un récit bien plus nuancé que celui d'un simple héros du ballon rond. Raymond Kopa, de son vrai nom Raymond Kopajewski, est né en 1930 et dans une famille d'origine polonaise, installée à Neulémine, dans le nord de la France. Il n'était pas destiné à devenir une légende du football, mais plutôt à suivre les traces de son père dans les mines de charbon. C'est justement là, dans les entrailles de la terre, qu'il découvre très jeune la rudesse de la vie. Un accident de travail au fond de la mine qui lui fait perdre une phalange scelle le destin du jeune Raymond. Il ne reviendra plus sous terre. Il choisira la lumière des stades. Nous sommes dans les années 1950. La France pense ses plaies d'après-guerre. La jeunesse rêve d'ascension, d'émancipation. Dans ce contexte, Kopa incarne un idéal, celui de l'autodidacte flamboyant, du petit bonhomme frêle qui défie les géants à coups de feintes et de frappes millimétrées. En rejoignant Reims, puis le Real Madrid, il ne devient pas seulement le premier Français à briller à l'international. Il devient aussi un symbole d'ouverture, un trait d'union entre deux mondes, celui des classes populaires d'après-guerre et celui du football spectacle qui s'annonce. Mais à cette époque, le football n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Derrière le glamour des compétitions européennes se cache une industrie en mutation, souvent ingrate envers ses héros. Les joueurs ne sont pas encore des stars millionnaires protégés par des agents. Ils évoluent dans un univers où la pression est constante, les blessures minimisées et les enjeux souvent déshumanisants. C'est dans cet environnement que Kopa construit sa légende et ses blessures. Car si les médias de l'époque l'encensent, en coulisses, il dérange. Il revendique des droits pour les joueurs, dénonce publiquement certains abus, refuse parfois les compromissions. Ce courage ou cette audace lui vaut autant d'admiration que d'inimitié, notamment au sein de certaines institutions du football français. Un épisode, longtemps gardé secret, l'a même vu écarté temporairement d'un projet majeur pour des raisons officieuses. Le thème central de cette vidéo repose donc sur une dualité, celle de l'icône adorée du public et de l'homme souvent marginalisé en interne. Un contraste saisissant entre la lumière des projecteurs et les ombres des coulisses. Et c'est justement cette tension entre ce que Kopa représentait et ce qu'il vivait réellement qui donne à son histoire une profondeur tragique. Plus encore, le silence autour de sa fin de vie interroge. Atteint de troubles de santé liés à l'âge, il s'éteint sans grande couverture médiatique au moment de son hospitalisation. À peine quelques lignes dans les journaux locaux avant l'annonce officielle de son décès. Pas de scène spectaculaire, pas de dernier grand discours. Juste un homme qui s'éloigne, presque à contre-courant de l'image publique qu'on avait de lui. Flamboyant, bruyant, solaire,
Mais pourquoi ce contraste? Et surtout, qu'a-t-il voulu taire ou éviter en disparaissant dans un relatif anonymat? C'est dans les chapitres suivants que nous plongerons au cœur de cette contradiction, là où les secrets de Kopa pourraient enfin trouver un écho. Le jeune Raymond Kopa entre dans le monde du football comme un météore. Dès ses premiers pas à Angers, puis à Reims, il sidère les observateurs. Sa vivacité, sa lecture du jeu et sa capacité à déséquilibrer n'importe quelle défense le rendent indispensable. Mais plus que le talent, c'est une détermination féroce qui l'anime. Pour lui, chaque match est une revanche sur la vie. Il n'a rien eu de facile. Alors il ne laissera personne lui prendre ce qu'il a durement gagné. L'événement initial qui marque un tournant dans sa vie, son transfert au Real Madrid en 1956. À l'époque, c'est un geste sans précédent pour un joueur français. Le Real est une machine à gagner, avec Di Stefano, Gento, Puskás. Mais Kopa ne se laisse pas intimider. Il s'impose, gagne 3 Coupes d'Europe consécutives et surtout, le Ballon d'Or en 1958. La France l'élève alors au rang de demi-dieu. Pourtant, en coulisses, les choses sont plus complexes. Un épisode en particulier, que peu de gens évoquent, a profondément marqué sa carrière. En 1960, après son retour en France, il se heurte à la Fédération française de football. Kopa, fort de son expérience à l'étranger, réclame une meilleure protection sociale pour les joueurs, la reconnaissance du statut professionnel et un syndicat. C'est une initiative révolutionnaire et explosive. Très vite, il est qualifié de trouble-fête, de révolutionnaire. La presse le soutient mollement, les institutions le marginalisent. Certains clubs hésitent même à le recruter. Le scandale enfle lorsqu'une rumeur surgit. Kopa aurait été approché pour acheter son silence en échange d'un poste administratif dans la fédération. Il aurait refusé net, déclarant à un journaliste « Je préfère rester debout que de finir assis à signer des compromis ». Cette déclaration, peu relayée à l'époque, est pourtant révélatrice de son intégrité. Mais elle lui coûte cher. Côté vie privée, la lumière et l'ombre se mêlent aussi. Marié à Christiane, la sœur de son coéquipier Just Fontaine, il mène une vie relativement discrète. Mais en 1971, un article fait surface, évoquant une séparation momentanée liée à des tensions dans le couple, causées par les pressions médiatiques et les absences répétées. Un détail intime, peut être, mais révélateur d'un homme partagé entre sa passion et les réalités de sa vie d'époux et de père. Dans les années 1980 et 1990, Kopa s'efface peu à peu. Il accorde quelques interviews, commente de loin l'évolution du football moderne, qu'il juge trop commercial, trop déconnecté du peuple. Il reste un nom, un mythe, mais dans un coin, loin des projecteurs. Un événement inattendu va pourtant le remettre au centre de l'attention. En 2004, Michel Platini, alors membre influent de l'UEFA, le cite dans un discours comme l'un des seuls à avoir osé dire non au système. Cette reconnaissance tardive suscite un regain d'intérêt. On redécouvre alors ses combats, ses déclarations, ses prises de position courageuses. Mais le mal est déjà là. À partir de 2012, son état de santé se dégrade. Il souffre de plusieurs pathologies liées à l'âge, troubles respiratoires, problèmes cardiaques, fragilité chronique. Il est hospitalisé à plusieurs reprises à Angers, loin de Paris, loin des caméras. Certains proches affirment qu'il aurait refusé un dernier hommage médiatisé, préférant s'éteindre à l'ombre, comme il a vécu les dernières années de sa vie. Le point culminant émotionnel de cette trajectoire vient peu, être là, Kopa, l'enfant des corons, le roi de Madrid, le héros de Reims, meurt presque en silence, le 3 mars 2017. Une minute de silence lui est dédiée dans plusieurs stades, mais aucun hommage d'envergure nationale ne lui est rendu à ce moment-là. Ce n'est que plus tard, face aux réactions du public, qu'un hommage plus officiel est organisé. Les conséquences de cette absence initiale de reconnaissance sont vives. Beaucoup s'indignent. D'anciens joueurs montent au créneau. Des pétitions circulent. Comment un pays peut-il oublier un de ses plus grands héros? La vérité, c'est que Kopa avait dérangé.
Et dans certains cercles, on ne lui avait jamais pardonné son franc-parler. Sa mort révèle alors un fossé entre l'image publique qu'on avait fabriquée de lui, le génie tranquille, et l'homme de combat qu'il a toujours été. Raymond Kopa n'est pas seulement un pionnier du football. Il est le symbole d'une époque où le courage ne se mesurait pas qu'en dribble, mais aussi en prise de position. Les derniers jours de Raymond Kopa furent marqués par une étrange tranquillité, presque irréelle pour un homme qui avait mené tant de combats sur le terrain comme en dehors. Hospitalisé à l'hôpital d'Angers, affaibli par des complications respiratoires et cardiaques, il s'éteint le 3 mars 2017. Pourtant, aucun communiqué officiel ne fut publié immédiatement. Ce silence prolongé a étonné, voire choqué, de nombreux fans et journalistes. Pourquoi ce silence ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'alerte médiatique sur la gravité de son état ? Plusieurs proches ont témoigné par la suite. Raymond Kopa aurait expressément demandé qu'aucune couverture médiatique ne soit faite autour de sa santé. Il voulait mourir comme un homme ordinaire, sans la foule, sans les hommages excessifs, sans que l'on scrute son dernier souffle. Mais derrière cette pudeur apparente, certains voient une vérité plus sombre. Kopa savait qu'une partie du monde du football ne l'avait jamais vraiment accepté. Plusieurs sources affirment que, dans les années 1990, il aurait été discrètement écarté de projets autour de la mémoire du football français. Notamment, son nom aurait été retiré d'un projet de musée national du football, sans explication. Une décision mal vécue, bien qu'il n'en ait jamais parlé publiquement. Un proche confie. Il disait que les médailles ne valent rien si elles sont offertes sans respect. L'un des scandales les plus dérangeants éclata post-mortem, lorsqu'un ancien dirigeant de la FFF sous anonymat admit que certains au sein de la fédération n'avaient jamais pardonné à Kopa son engagement syndical dans les années 60. Il aurait été considéré comme un élément incontrôlable, un mot fort, presque politique. On comprend alors que l'homme, longtemps idolâtré, avait aussi été vu comme une menace à l'intérieur du système. Des lettres, retrouvées après sa mort, témoignent de son amertume. Dans l'une d'elles, adressée à un ami journaliste, il écrit « J'ai vu le football devenir une industrie, et j'ai vu les hommes disparaître derrière les logos. » Une phrase puissante, presque prophétique, qui révèle un homme lucide, peut être désabusé, mais toujours fidèle à ses valeurs. Un autre aspect peu connu de sa vie revient à la surface. Ses relations compliquées avec certains grands noms du football français. Michel Hidalgo, par exemple, avait admis dans un livre que Kopa avait été volontairement écarté des cercles décisionnaires dans les années 80, car il parlait trop vrai, trop direct, trop sincère. Les réactions du public à sa mort sont pourtant massives. Des milliers de messages affluent sur les réseaux sociaux. Des hommages spontanés se forment dans les stades, à Reims, Madrid et même à Angers. Des fans déposent des fleurs, des ballons, des maillots. Un hashtag viral est lancé « Merci Kopa ». La presse internationale salue sa mémoire. The Guardian parle de lui comme un visionnaire sous-estimé. Marque à titre « El Français que conquisto Madrid ». Mais en France, les hommages officiels restent timides. C'est cette dissonance qui choque. Le peuple pleure, mais les institutions restent en retrait. Quelques jours plus tard, face à la pression, la FFF organise un hommage tardif, avec un discours froid, sans profondeur. Un ancien coéquipier présent ce jour-là lâche devant les caméras. Kopa méritait mieux. Il n'a pas seulement marqué des buts, il a marqué des esprits. En coulisses, un autre scandale surgit. Une fondation portant son nom, initiée discrètement pour soutenir les jeunes joueurs issus de milieux modestes, n'aurait jamais reçu les subventions promises par certains partenaires publics. Là encore, silence, disparition des preuves. Une négligence ou une volonté d'effacer une partie de son héritage? Les théories se multiplient. Mais ce qui reste, c'est l'émotion brute. Les images d'un stade de Reims illuminé en son honneur. Les chants de supporters madrilènes qui scandent son nom. Et cette citation, reprise partout. Il a vécu en homme libre. Il a joué en homme fier. Kopa, jusqu'à la fin, est resté fidèle à ses valeurs. Il a refusé les compromis, affronté l'oubli
et est parti avec la dignité d'un roi silencieux, un homme dont la vérité dérangeait, mais qui n'a jamais cessé de la porter. Chez Nom de la Chaîne, nous ne voyons pas Raymond Kopa seulement comme un joueur de football d'exception. Nous le percevons comme une figure tragique et lumineuse à la fois, un homme qui a transcendé les limites du sport pour incarner une certaine idée de la dignité et de la rébellion. Un homme dont les dribbles parlaient aussi fort que ses silences. Il y a chez Kopa cette rare dualité, l'icône adulée par les foules et l'homme marginalisé par l'institution. Un héros populaire que l'élite n'a jamais totalement accepté. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas contrôlable, parce qu'il n'a jamais joué le jeu du pouvoir, parce qu'il a préféré la sincérité à l'ambition, la vérité au confort. Le football moderne aime les récits propres, les légendes lisses. Kopa, lui, était rugueux, humain, imparfait, mais authentique. C'est précisément ce qui le rend si fascinant. Il n'a jamais cherché à séduire les caméras. Il séduisait par son jeu, par sa parole rare mais puissante, par sa loyauté envers ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Nous croyons que Kopa a été, en quelque sorte, sacrifié sur l'autel de l'évolution du football. Quand le sport est devenu industrie, il a cessé d'y trouver sa place. Il a été mis de côté, comme un vieux vin que l'on cache, trop corsé, trop franc, trop fort pour les palais formatés. Mais à travers les témoignages, les hommages spontanés, les mots d'anciens joueurs et les chants des supporters, on comprend que la mémoire populaire n'a jamais cessé de battre pour lui. La vérité, c'est que Kopa appartenait au peuple. Il venait des corons, il parlait simple, il vivait sans filtre. Et cela, aucune institution, aucune stratégie de communication ne peut l'effacer. C'est aussi cela que cette chaîne veut célébrer. Non pas seulement les exploits sportifs, mais la part d'humanité, de doute, de combat intérieur. Kopa ne fut pas un saint, mais il fut un homme libre. Et dans un monde où tout est calculé, calibré, scénarisé, la liberté est un acte de résistance. Nous vous invitons à partager vos impressions. Avez-vous connu Kopa sur le terrain ? Ses prises de position vous ont-elles marqué ? Croyez-vous qu'il a été injustement oublié par les hautes sphères du football français ? Il est temps que les mythes ne soient plus seulement des légendes brillantes, mais aussi des vérités entières. Raymond Kopa mérite que l'on raconte son histoire dans toute sa complexité. Et aujourd'hui, grâce à vous, elle revit. Il y a des histoires que l'on croyait oubliées, mais qui ressurgissent avec la force des émotions vraies. Celle de Raymond Kopa en fait partie. Une vie, une époque, un combat et un silence. À la fin, plus parlant que 1000 discours. Aujourd'hui encore, il suffit d'évoquer son nom pour que les regards s'allument. Ceux qui l'ont vu jouer s'en souviennent comme d'un artiste. Ceux qui l'ont découvert après parlent de lui comme d'un exemple, d'un homme droit, un peu cabossé, mais profondément humain. Il y a dans la trajectoire de Kopa quelque chose de profondément nostalgique. Non pas d'un passé idéalisé, mais d'un football sincère, imparfait, ancré dans la boue et la sueur, où chaque passe avait du sens, chaque but une histoire. Il n'y avait pas de VAR, pas de contrat à 7 chiffres, pas de communication huilée. Il y avait des hommes, des doutes, des silences, des colères vraies, et parmi eux, un petit homme au regard déterminé qui portait les espoirs de toute une génération. À sa manière, Raymond Kopa fut un poète du ballon. Un poète ouvrier, fils de mineur, qui driblait comme on résiste. Il n'a jamais demandé à devenir une légende. C'est la vie, le jeu et sa droiture qui l'ont élevé. Il aurait pu devenir un simple nom dans une encyclopédie, mais aujourd'hui, il est bien plus. Un rappel que la grandeur ne se mesure pas en trophées seuls, mais en courage, silencieux. En refermant ce chapitre, on comprend que certains hommes ne meurent jamais tout à fait. Ils vivent dans les souvenirs qu'ils ont laissés, dans les valeurs qu'ils ont défendues, dans les silences qu'ils ont choisis. Raymond Kopa fait partie de ces histoires qu'on ne racontait plus. Mais maintenant, vous la connaissez.